Étant petit, j'ai baigné dans ce souvenir d'un grand-père qui avait été dans la marine et soi-disant dans les sous-marins. Lorsque j'ai pu, je suis rentré dans la marine. Je voulais faire comme mon grand-père, faire timonier et faire sous-marinier. Alors la vie d'un sous-marinier, c'est dans un endroit confiné, avoir une vie à peu près la vie de tout le monde, hein, n'importe quel militaire dans la marine nationale, mais avec ce point particulier qui est la promiscuité. Les déplacements à bord ne pouvaient pas se faire comme tout à chacun, on le fait en ville ou autre. Pour se croiser, c'est difficile. Les déplacements se faisaient de manière organisée. On organisait les journées par quart. Une partie du personnel qui était de quart, une autre qui, si c'était la nuit, était en train de se reposer, et une autre qui était soit à faire les postes de propreté, ou soit de la formation. On n'avait pas trop le temps de s'ennuyer. Lorsque je suis arrivé à bord de l'Espadon, les premiers quarts que l'on effectue en tant que matelot et quartier-maître issus des spécialités du pont, soit ici au GCE2, qui était un appareil d'écoute, hein. Après, on passait 20 minutes au sonar, et après, on passait aux barres de plongée arrière, barre de plongée avant, et on montait dans le kiosque pour terminer à la barre de direction. Sur la deuxième période à bord de l'Espadon, je suis arrivé comme patron du pont. On recevait les ordres du commandant, et on effectuait nos quarts suivant les ordres qu'on avait reçus du commandant. Notre avenir est entre vos mains. À bord du sous-marin, on effectuait ce qu'on appelle la bannette chaude. Un bannette, c'est le lit, l'endroit où on dort. On était 65 à bord en moyenne. Combien ? 65, et il n'y avait pas assez de lits pour tout le monde. Lorsque quelqu'un se levait pour aller prendre son quart, celui qui avait terminé son quart venait le remplacer dans la bannette. Donc la bannette n'avait jamais le temps de refroidir, hormis au moment des repas, et un seul avait sa chambre à bord, c'était le commandant. La cuisine à bord du sous-marin, c'est le nerf de la guerre. Les moments de bonheur et de relâche, c'était les repas. Le cuistot était capable de faire des merveilles avec les éléments qu'il avait, sachant très bien que la cuisine à bord se faisait à l'eau de mer. On est tous dans la merde. Il n'y a qu'une douche à bord pour donc 65 personnes en moyenne. Comme c'était des douches à l'eau de mer, eau froide, on ne s'en servait pas souvent. Pour ainsi dire, presque jamais. Ça sent bon cette histoire. Lorsqu'on rentrait à terre, la première chose qu'on avait tous, on était impatients de faire, c'est de pouvoir rentrer à la base dans nos chambrées, pouvoir prendre une bonne douche pendant un certain laps de temps pour évacuer un peu les odeurs qu'on avait du sous-marin. Et bien souvent, lorsqu'on rentrait chez nous, on nous disait « mais non, tu sens encore le sous-marin, là, tu peux reprendre une douche ». Et tout simplement pour représenter la nuit. Il faut pouvoir la différencier, hein. Le métabolisme a besoin de s'adapter. Le jour, les lumières étaient blanches, et la nuit, les lumières étaient rouges. Ça pouvait être tout simplement déjà des essais à la mer après une interruption de navigation. Ça pouvait être des missions aussi d'essais de lancement de torpilles sur des buts ou des anciens bateaux. Des missions d'écoute aussi, qui serviront après pour les oreilles d'or. On pouvait être amené à faire des missions plus longues. C'est lorsqu'on effectuait des échanges avec les marines étrangères ou avec les forces de l'OTAN. On embarquait des plongeurs qui étaient issus des forces commando. On allait, se poser sur le fond, et les plongeurs sortaient du sous-marin par le sas arrière, prenaient leur sous-marin et allaient sur la côte. Le sous-marin de mon enfance, c'est son secret, c'est le mien.